Les éditions Caracolivre, Ma femme, un recueil de nouvelles de Anton Tchekhov, lu par Fabienne Prost. Ma femme. 1. Je reçus la lettre suivante. Monsieur Pavel Andreevitch, non loin de chez vous, et notamment au village de Pestrovo, se passent des événements fâcheux que je me fais un devoir de porter à votre connaissance. Tous les paysans de ce village avaient vendu leur isba et tout ce qu'ils possédaient pour émigrer dans le gouvernement de Tomsk. Mais ils sont revenus avant d'arriver à destination. Ici, cela va de soi, ils n'ont plus rien. Tout appartient aux autres. Et ils se sont installés à 3 et 4 familles par isba, en sorte que, dans chacune, il n'y a pas moins de 15 personnes des deux sexes, sans compter les enfants. Au total, ils n'ont rien à manger. C'est la famine, une épidémie générale de typhus de l'épuisement ou du typhus exanthématique, et littéralement tous sont malades. L'infirmière raconte, quand on entre dans une isba, voici ce que l'on voit. Tout le monde y est malade, tout le monde est dans le délire. L'un rit, l'autre grimpe au mur. Dans les isbas, c'est une infection. Personne ne pourra apporter de l'eau, ni en donner aux malades, et pour toute nourriture, des pommes de terre gelées. L'infirmière et Sobol, c'est notre médecin du Zemstvo. Que peuvent-ils lorsqu'avant tout médicament il faudrait du pain, et qu'ils n'ont pas? La commission du Zemstvo se récuse parce que ces paysans ne font plus partie de ce gouvernement, et que d'ailleurs elle n'a pas d'argent. Vous informant de cela et connaissant votre humanité, je vous prie de ne pas nous refuser votre concours le plus prompt. À bon entendeur, salut. Il était évident que ce devait être l'infirmière elle-même qui avait écrit cela, ou ce médecin, au nom de Bête, dont il était question. Les médecins du Zemstvo et les infirmières se convainquent chaque jour, depuis nombre d'années, qu'ils ne peuvent rien faire. Et pourtant leurs appointements leur proviennent de gens qui ne se nourrissent que de pommes de terre gelées. Et ils se croient néanmoins en droit, on ne sait pour quelle raison, de juger si je suis ou ne suis pas un être humain. Inquiété par cette lettre anonyme, par le fait que des paysans venaient chaque matin dans la cuisine des domestiques et s'y mettaient à genoux en suppliant, par le fait aussi qu'on avait volé dans mon dépôt, pendant la nuit, 20 sacs de blé, après avoir démoli le mur, et enfin, inquiété par la pénible impression générale qui se maintenait grâce aux conversations, aux journaux, au mauvais temps. Inquiet de tout cela, je travaillais mollement et sans succès. J'écrivais une histoire des chemins de fer pour laquelle il fallait lire une quantité de livres russes et étrangers, de brochures, d'articles de journaux. Il fallait pousser le boulier, feuilleter les tables de logarithmes, réfléchir et écrire, puis lire encore, calculer et réfléchir. Mais à peine prenais-je un livre ou commençais-je à penser, mes idées s'embrouillaient, mes yeux se fermaient. Je me levais de mon bureau en soupirant et me mettais à marcher dans les grandes pièces de ma solitaire maison de campagne. Quand je m'ennuyais de marcher, je m'arrêtais près de la fenêtre et regardais, par-delà ma vaste cour, l'étang et le bois, de jeunes bouleaux dépouillés et un vaste champ couvert d'une neige récemment tombée et fondante. Je voyais à l'horizon sur une colline un tas d'isbas noirâtres, d'où dévalait, en rubans irréguliers, au long du champ blanc de neige, une route boueuse et noire. C'était Pestrovo, le village dont me parlait mon correspondant anonyme. N'eussent été les corbeaux qui, prévoyant de la pluie ou de la neige, volaient en croissant au-dessus de l'étang et du champ, et n'eussent été les coups de marteau venant du hangar où travaillaient des charpentiers, ce petit monde, dont on parlait tant actuellement, aurait ressemblé à la mer morte. Tout y était silencieux, immobile, inanimé et ennuyeux. L'inquiétude m'empêchait de travailler et de me concentrer. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je voulais croire que c'était du désenchantement. En effet, j'avais quitté mon service au ministère des Voies de communication et j'étais venu ici à la campagne pour vivre tranquillement et écrire des ouvrages sur des questions sociales. C'était mon rêve ancien et favori. Et voilà qu'il fallait dire adieu à mon repos et à mes publications, tout abandonner, et ne m'occuper que des paysans. Et c'était inévitable, car moi excepté, il n'y avait dans le district absolument personne de capable, j'en étais convaincu, de porter secours aux affamés.
J'étais entourée de gens sans instruction, peu intelligents, indifférents, malhonnêtes pour la plupart, ou honnêtes, mais irréfléchis, pas sérieux, comme était par exemple ma femme. On ne pouvait pas compter sur de pareils gens, et on ne pouvait pas non plus abandonner les paysans à leur sort. Il restait donc à se soumettre à la nécessité et à s'occuper soi-même de mettre les choses en ordre. Je commençai par décider de faire un don de 5000 roubles argent au profit des affamés. Mais cela ne diminua pas mon anxiété, tout au contraire. Quand je me tenais à la fenêtre ou que je parcourais mes chambres, une question nouvelle me torturait. Quel usage faire de cet argent? Donner l'ordre d'acheter du blé? Aller distribuer du pain d'isba en isba? Cela dépassait les forces d'un homme seul, sans compter qu'on risque, en agissant à la hâte, de donner des secours à quelqu'un qui ne manque de rien ou à un exploiteur de paysans, 2 fois plus souvent qu'à un affamé. Je n'avais pas confiance non plus dans l'administration. Tous ces administrateurs territoriaux, ces inspecteurs des contributions, étaient des jeunes gens, et je m'en méfiais, comme de toute la jeunesse moderne, matérialiste et sans idéal. La commission du Zemstvo, les bureaux, et en général toutes les administrations de district, ne m'inspiraient également aucun désir de m'adresser à eux. Je savais que toutes ces administrations, ayant pris goût au gâteau du Zemstvo et de l'État, ouvraient toutes chaque jour leur bouche plus grande pour s'affriander à quelque autre lipée supplémentaire. Il me vint à l'idée d'inviter chez moi des voisins de propriété et de leur proposer d'organiser dans ma maison une sorte de comité où se centraliseraient les secours et d'où partiraient les ordres pour tout le district. Une pareille organisation, qui permettrait des réunions particulières et un large et libre contrôle, répondait entièrement à mes vues. Mais je m'imaginais aussi les lunchs, les dîners et soupers, le bruit, le désœuvrement, les bavardages et le mauvais ton qu'apporterait inévitablement chez moi cette disparate société de district. Et je m'empressai d'abandonner mon idée. Je pouvais, moins que de personnes, attendre des miens la moindre aide ou le moindre appui. De ma famille directe, jadis nombreuse et bruyante, il ne restait qu'une gouvernante, Mademoiselle Marie, ou comme on l'appelait maintenant, Maria Gerasimovna, personne tout à fait nulle. Cette petite vieille, septuagénaire, soignée, vêtue d'une robe gris clair et coiffée d'un bonnet à ruban blanc, ressemblait à une poupée de porcelaine. Elle était toujours assise au salon à lire un livre. Quand je passais près d'elle, elle disait chaque fois, connaissant l'objet de mes préoccupations. « Que voulez-vous, Pacha? Je vous avais bien dit qu'il en serait ainsi. Vous en pouvez juger d'après vos domestiques. » « Ah, lui criai-je, déjà arrivé dans une autre pièce. Ne dites pas de bêtises. » Ma seconde famille, autrement dit ma femme, Natalia Gavrilovna, habitait le rez-de-chaussée et en occupait toutes les pièces. Elle prenait ses repas, dormait et recevait ses invités chez elle, sans s'intéresser le moins du monde à la façon dont je mangeais, dormais et qui je recevais. Nos relations étaient simples, non pas tendues, mais froides, vides et ennuyeuses, comme celles de gens éloignés l'un de l'autre depuis longtemps, en sorte que leur vie à des étages superposés ne ressemblait pas même à du voisinage. L'amour passionné, inquiet, tantôt doux, tantôt amer comme l'absinthe, que réveillait jadis en moi Natalia Gavrilovna, n'existait plus. Il n'existait plus les anciens emportements, les conversations montées, les reproches, les plaintes et les explosions de haine qui finissaient habituellement chez ma femme par un voyage à l'étranger ou auprès des siens, et de mon côté par des envois d'argent fréquents, mais par petites sommes, afin de piquer plus fréquemment l'amour-propre de mon épouse. Ma fière et orgueilleuse femme et sa parenté vivaient à mes dépens, et ma femme, malgré tout son désir, ne pouvait pas se passer de mon argent. Ne lui envoyer que de petites sommes me faisait plaisir et était mon unique consolation. Lorsque maintenant nous nous rencontrions par hasard en bas, dans le couloir ou dans la cour, je la saluais. Ma femme me souriait aimablement. Nous parlions du temps qu'il faisait, de ce qu'il fallait déjà apparemment mettre les doubles fenêtres pour l'hiver, ou de ce qu'une voiture avec des grelots était passée sur la digue. Et pendant ce temps-là, je lisais sur ses traits « Je vous suis fidèle. Je ne ridiculise pas votre honorable nom que vous aimez tant.
vous êtes intelligent et me laissez en paix. Nous sommes quittes. Je m'assurais que l'amour était depuis longtemps desséché en moi et que le travail m'avait pris trop profondément pour que je puisse songer sérieusement à mes relations avec ma femme. Mais ce n'était là qu'une illusion. Quand en effet ma femme, chez elle, en bas, parlait à haute voix, je prêtais attentivement l'oreille, bien qu'on ne pût pas distinguer une seule parole. Quand elle jouait du piano, je me levais et j'écoutais. Quand on lui amenait la voiture ou un cheval de selle, je m'approchais de la fenêtre et attendais qu'elle sortît. Puis je la regardais monter en voiture ou à cheval et sortir de la cour. Je sentais que quelque chose d'étrange se passait dans mon âme, et je craignais que l'expression de mon regard et de mon visage ne me trahisse. J'accompagnais ma femme des yeux et attendais ensuite son retour, pour revoir par la fenêtre sa figure, ses épaules, sa pelisse, son chapeau. J'étais ennuyée, triste, je regrettais indéfiniment quelque chose et avais envie de pousser une pointe en son absence dans son appartement. Et je voulais que la question, que moi et ma femme n'avions pas su résoudre, en raison de l'incompatibilité de nos humeurs, se résolut au plus vite d'elle-même, d'une façon naturelle, à savoir que cette belle jeune femme de 27 ans devint vieille au plus vite et que ma tête devint au plus vite grise ou chauve. Un jour, pendant le déjeuner, mon intendant, Vladimir Prokoritch, m'annonça que les paysans de Pestrovo en étaient déjà réduits à arracher le chaume de leur toit pour nourrir le bétail. Maria Gerasimovna me regarda avec perplexité et effroi. « Qui puis-je » lui dis-je. « Un seul homme sur un champ de bataille ne fait pas une armée, et je n'ai jamais encore éprouvé une si grande solitude que maintenant. Je payerai cher pour trouver dans le district un homme sur lequel je puisse compter. »« Faites donc venir Ivan Ivanitch » m'insinua Maria Gerasimovna. « En effet, » me rappelai-je avec joie, « c'est une idée. » « C'est raison, » me mis-je à fredonner, en me rendant dans mon cabinet pour écrire une lettre à Ivan Ivanitch. « C'est raison, c'est raison. » Chapitre 2. De toutes les connaissances qui jadis, il y avait de cela 25 à 35 ans, étaient venues danser, boire et manger à la maison, s'y travestir, s'y amouracher, s'y marier, ou nous ennuyer de leurs discours sur leurs magnifiques meutes et leurs chevaux, seul restait vivant Ivan Ivanitch Braguin. Il avait été autrefois très entreprenant, bavard, criard et prompt à s'amouracher. Il était célèbre par ses opinions extrêmes et par une expression particulière de son visage qui charmait non seulement les femmes, mais les hommes. Maintenant, il avait tout à fait vieilli, était envahi par la graisse et achevait ses jours ternes et sans opinion. Il arriva le lendemain de l'envoi de ma lettre, sur le soir, quand on ne venait que d'apporter le samovar sur la table et que la petite Maria Gerasimovna coupait un citron. « Enchanté de vous voir, mon ami !» lui dis-je joyeusement quand il entra. « Ah, vous engraissez toujours !»« Ce n'est pas que j'ai engraissé, » me répondit-il, « mais je suis enflé. Les abeilles m'ont piqué. » Avec la familiarité d'un homme qui se moque lui-même de sa corpulence, il me prit des deux mains par la taille et appuya sur ma poitrine sa grosse tête molle, avec des cheveux plaqués sur le front à la manière petite russienne. Et il partit d'un petit rire vieillot. « Et vous rajeunissez toujours, » prononça-t-il. « Je ne sais quelle teinture vous employez pour votre barbe et vos cheveux. Vous devriez me l'indiquer. » Il m'étreignit, respirant avec bruit et étouffant, et il m'embrassa sur les deux joues. « Vous devriez me l'indiquer, » répéta-t-il. « Voyons, mon chéri, vous avez bien 40 ans. »« Oh oh !» lui dis-je en riant. « J'ai déjà 46 ans. » Ivan Ivanitch sentait le suif et la fumée de cuisine, et cela lui allait très bien. Son gros corps, soufflé, empêché, était pris dans une longue redingote à taille haute, ressemblant à un cafetan de cocher avec des crochets et des pattes en guise de boutons. Et il eût été étrange qu'il sentît, par exemple, l'eau de Cologne. À son double menton bleu foncé, qui n'avait pas été rasé de longtemps, et qui ressemblait à un chardon, à ses yeux saillants, à son asthme, et à tout son être disgracieux et négligé. À sa voix, à son rire et à ses discours,
On avait peine à reconnaître le svelte et intéressant parleur qui, jadis, rendait jaloux tous les maris du district. « Vous m'êtes très nécessaire, mon ami, » lui dis-je, lorsque nous fûmes assis à boire du thé. « Je veux organiser des secours pour les affamés et ne sais comment m'y prendre. Vous aurez peut-être l'amabilité de me conseiller quelque chose. »« Oui, » dit Ivan Ivanitch en soupirant. « Bon. Je ne vous aurais pas dérangé, mais vraiment, mon très cher, sauf vous, il n'y a personne aux environs à qui s'adresser. Vous connaissez les gens de par ici. Bon, oui. » Je réfléchis un instant. Nous préparions une sérieuse consultation d'affaires à laquelle chacun pouvait prendre part, indépendamment de sa situation ou de ses relations personnelles. Ne convenait-il donc pas de saisir ce prétexte pour inviter Natalia Gavrilovna ? L'idée qu'elle pourrait venir et serait assise chez moi, que je la verrais de près, me frappa et m'effraya. Et si tout à coup elle ne venait pas ? « Tres faciunt collegium » dis-je. Si nous prions Natalia Gavrilovna de venir, qu'en pensez-vous ? Fenia, dis-je à la femme de chambre, va prier Natalia Gavrilovna de vouloir bien monter ici, tout de suite, s'il se peut. Dis-lui qu'il s'agit d'une affaire très importante. Peu après, Natalia Gavrilovna apparut. J'allai à sa rencontre et dis « Excusez, Nathalie, si nous vous dérangeons. Nous discutons une très importante affaire et avons eu l'heureuse idée de profiter de vos bons conseils. Vous ne nous les refuserez pas ? Asseyez-vous, je vous prie. » Ivan Ivanitch baisa la main de Natalia Gavrilovna et elle le baisa à la tête. Puis, quand nous fûmes tous assis près de la table, il la regarda, les yeux mouillés et béats. Et il se pencha vers elle et lui baisa de nouveau la main. Elle était vêtue de noir et soigneusement coiffée. Un parfum frais s'exhalait d'elle. Elle se préparait évidemment à aller en visite ou attendait quelqu'un chez elle. En entrant dans la salle à manger, elle me tendit la main amicalement et simplement. Elle me sourit aussi aimablement qu'à Ivan Ivanitch. Cela me plut. Mais en parlant, elle remuait les doigts et se rejetait brusquement sur les dossiers de sa chaise et parlait vite en chantant et gazouillant comme une Italienne. Et cette vivacité dans son parler et ses mouvements m'énervait et me rappelait son lieu de naissance, Odessa, où la société des hommes et des femmes me fatiguait jadis par son mauvais ton. « Je veux faire quelque chose pour les affamés, » commençai-je. Et après un court silence, je continuai. « L'argent, bien entendu, est une chose importante, mais se borner à un don pécuniaire équivaudrait à payer pour se débarrasser du souci principal. Outre l'argent, le secours doit surtout consister en une organisation sérieuse et correcte. Discutons-en et faisons quelque chose. » Natalia Gavrilovna me regarda d'un air interrogateur et haussa les épaules comme pour dire « En quoi est-ce mon affaire ?»« Oui, c'est la famine, » murmura Ivan Ivanitch. « Effectivement, oui, la situation est grave, dis-je, et il faut un secours rapide. J'estime que la première chose que nous devrons envisager est précisément la rapidité, à la façon militaire, coup d'œil, vitesse et offensive. »« Oui, de la vitesse, » prononça Ivan Ivanitch, somnolent et veule comme s'il s'endormait. « Seulement, il n'y a rien à faire. La terre n'a rien produit, alors qu'aller chercher? Ni coup d'œil, ni offensive n'y pourront rien. Il s'agit d'éléments. On ne peut rien contre Dieu et le destin. Oui, mais la tête est donnée à l'homme pour lutter contre les éléments. Ah oui, bon, oui. » Ivan Ivanitch éternua dans son mouchoir, se raviva et, comme s'il venait de se réveiller, regarda ma femme et moi. « Chez moi aussi, » dit-il d'une voix grêle en riant et clignant malicieusement de l'œil, comme si cela était très drôle. « Rien à pousser, rien. Pas d'argent et pas de blé. Ma cour est pleine de travailleurs qui attendent, comme serait celle du comte Cheremetiev. Je voudrais les faire partir, mais j'en ai tout de même pitié. » Natalia Gavrilovna se mit à rire et à questionner Ivan Ivanitch sur ses affaires domestiques. Sa présence me causait un plaisir que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, et je craignais de la regarder, de peur que mon regard plein d'enthousiasme et d'adoration ne trahît mon sentiment secret.
Nos relations étaient telles que ce sentiment aurait pu sembler inattendu et ridicule. Ma femme causait avec Ivan Ivanitch et riait, nullement troublée de se trouver chez moi et de voir que je ne riais pas. Sa joue, son œil rieur, je la voyais de profil. Ses mouvements de tête me disaient « Pour votre tranquillité et la mienne, j'ai décidé de ne pas vous remarquer. » Alors, demandai-je, après un temps, « Qu'allons-nous faire ? Je suppose que nous devons avant tout ouvrir le plus tôt possible une souscription. Nous écrirons, Nathalie, à nos connaissances des capitales et à Odessa, et nous provoquerons des souscriptions. Dès que nous aurons quelques petites sommes, nous nous occuperons d'acheter du blé et de la nourriture pour le bétail. Et vous aurez la bonté, Ivan Ivanitch, de vous occuper de la distribution des secours. Je m'en remets en tout à votre tact naturel et à votre esprit d'organisation. De notre côté, nous nous permettrons d'exprimer le désir qu'avant de distribuer un secours, vous nous informiez sur place et de façon détaillée de toutes les conditions des choses. Et que, ce qui est très important, vous observiez que le pain ne soit distribué qu'aux véritables indigents et en aucun cas aux ivrognes, aux paresseux et aux paysans accapareurs. « Oui, 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 » murmura Ivan Ivanitch. « C'est ça, c'est ça. Tous ces affamés m'ennuient. Que le diable les emporte. C'est à s'enfuir au bout du monde, il me semble. » « Allons, » pensai-je, énervé. « On ne fera rien avec cette ruine baveuse. » « Et ils ne font que s'irriter de plus en plus, » reprit Ivan Ivanitch en suçant une peau de citron. « Les affamés s'irritent contre ceux qui mangent, et ceux qui ont du pain s'irritent contre les affamés. Oui, ce n'est pas le moment de se fâcher, mais d'avoir de l'indulgence. La faim affole l'homme, le rend sauvage, bête. La faim n'est pas une pomme de terre. Quand on revient de la chasse affamée, on est parfois insolent, même avec sa mère. Oui. La famille dit des insolences et vole. Et il peut faire encore pire. Il faut comprendre ça. » Ivan Ivanitch s'engoua en buvant du thé. Toussa et fut tout ébranlé d'un rire qui grinçait et l'étouffait. « Il y a eu une affaire près de Poltava, » prononça-t-il, faisant un geste comme pour chasser des deux mains le rire et la toux qui l'empêchaient de parler. Lorsque, 3 années après l'émancipation des serfs, il y eut la famine dans 2 districts, feu Fiodor Fyodoritch vint me chercher pour m'emmener chez lui. « Venez, venez !» insistait-il, comme s'il m'eût tenu un couteau sur la gorge. « Pourquoi n'y pas aller ?» me dis-je. « Allons-y. » Et j'y allais. C'était sur le soir. Il neigeait un peu. Nous arrivons à sa propriété. Et tout à coup, près d'un bois, pan ! Et une seconde fois, pan ! Ah, que le diable te... Je saute du traîneau. Je regarde. Un homme courait sur moi dans l'obscurité, enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Je le pris comme ça aux épaules et fis tomber de ses mains son mauvais fusil. Ensuite, un autre homme survint. Je lui détachai un coup si fort sur la nuque qu'il gémit et tomba, le nez dans la neige. J'étais solide en ce temps-là. J'avais la main ferme. J'en finis avec les 2 hommes et vis Fédia à califourchon sur le 3e. Nous arrêtâmes les 3 gaillards. Nous leur attachâmes les mains derrière le dos pour qu'ils ne nous fissent et ne se fissent pas de mal, et nous amenâmes ces imbéciles à la cuisine. On avait dépit et honte de les regarder. C'étaient des moudjiks connus, de braves gens. Ils faisaient pitié. Ils étaient tout hébétés de frayeur. L'un pleure et demande pardon. L'autre regarde comme une bête fauve et jure. Le 3e prie Dieu à genoux. Je dis à Fédia, « Ne te fâche pas, laisse ces clampins s'en aller. » Il leur fit donner à manger, fit remettre à chacun d'eux 1 poutre de farine et les laissa partir. Allez au diable! Et voilà ce qu'il en fut. Que Dieu ait son âme! Il avait compris et ne s'était pas fâché. Mais il y en eut qui se fâchèrent. Et combien de gens souffrirent! Oui, à cause du seul cabaret de Klotchkov. 11 hommes sont allés aux travaux forcés. Oui. Et maintenant ce sera pareil. Jeudi, le juge d'instruction à Nissine a couché chez moi. Et voilà ce qu'il m'a raconté au sujet d'un propriétaire. Oui, on a démoli une nuit le mur du dépôt de ce propriétaire et on lui a volé 20 sacs de blé. Quand le matin, le propriétaire apprit qu'on avait fait chez lui cet acte criminel, il lança immédiatement un télégramme au gouverneur, un autre procureur, un 3e au chef de la police rurale, un 4e au juge d'instruction. On le sait, on redoute les tracassiers. L'autorité s'alarma et le tohu-bohu commença.
On perquisitionna dans 2 villages. Permettez, dis-je, Ivan Ivanitch, c'est chez moi qu'on a volé 20 sacs de blé et c'est moi qui ai télégraphié au gouverneur. J'ai aussi télégraphié à Pétersbourg. Mais ce n'est pas du tout par amour de la chicane, comme vous venez de le dire, et parce que je me suis fâchée. Je regarde toutes les choses du point de vue des principes. Que ce soit un repu ou un affamé qui vole, c'est, au point de vue de la loi, toujours la même chose. Oui, oui, murmura Ivan Ivanitch, interloqué. Assurément, c'est ça, oui. Natalia Gavrilovna rougit. Il y a des gens, dit-elle, et elle s'arrêta. Elle fit un effort sur elle-même pour paraître indifférente et se taire. Mais elle ne put se contenir et me regarda dans les yeux avec une haine qui m'était bien connue. Il y a des gens, dit-elle, pour qui la famine et le malheur des hommes semblent faits pour qu'ils puissent donner cours à leur mauvais et méprisable caractère. Je me troublai et haussai les épaules. Je veux dire en général, continua-t-elle, qu'il y a des gens entièrement indifférents, dépourvus de tout sentiment de pitié, mais qui ne dédaignent pas le malheur d'autrui et s'en mêlent parce qu'ils craignent qu'on puisse se passer d'eux. Il n'y a rien de sacré pour leur présomption. Il y a des gens, répondis-je doucement, mais avec un sourire désagréable et tendu, que moi-même je n'aimais pas chez moi. Il y a des gens qui ont un caractère angélique, mais qui expriment leur magnifiques idées sous une forme telle qu'il est difficile de discerner l'ange d'une revendeuse. 2 minutes passèrent dans le silence. Le rouge uni avait disparu de la figure de ma femme et des taches pourpres y apparurent. Elle me regardait comme s'il lui en coûtait beaucoup de se taire. Sa sortie intempestive, puis son éloquence déplacée, quant à mon désir de porter secours aux affamés, m'avait froissé. En la faisant prier de monter, j'attendais d'elle une toute autre disposition envers moi et mes projets. Je ne puis pas dire positivement ce que j'attendais, mais cette attente me troublait agréablement. Je voyais maintenant qu'il serait bête et pénible de continuer à parler des affamés. « Oui, » murmura à contre-temps Ivan Ivanitch, « le marchand Bourov a 400 000 roubles et peut-être davantage. Je lui dis donc, des bourses, mon cher homonyme, 100 ou 200 000 roubles pour les affamés, qu'importe. Quand tu mourras, tu n'emporteras pas ton argent dans l'autre monde. » Il s'est fâché. Et pourtant il faut mourir. La mort n'est pas une pomme de terre. Un silence se fit encore. Ainsi, soupirai-je, il ne me reste qu'une chose, me résigner à la solitude. Un homme seul ne fait pas une armée, mais qu'importe. J'essaierai de combattre seul. Ma lutte contre la famine aura plus de succès, peut-être, que contre l'indifférence. On m'attend en bas, dit Natalia Gavrilovna. Elle se leva et, s'adressant à Ivan Ivanitch, « Vous passerez bien chez moi 1 minute. Je ne vous dis pas adieu. » Et elle partit. À sa figure, à sa voix, à sa démarche, je vis qu'un accès de haine contre moi commençait en elle. Ce n'était plus cette Natalia Gavrilovna calme, froide, usant de tactique, que j'avais pris l'habitude de rencontrer de temps à autre ces 2 dernières années, mais l'épouse agitée, capricieuse, haineuse et mal élevée que j'avais connue avant. Quelle mouche tout à coup l'avait piquée? À quel sujet? Ivan Ivanitch buvait son 7e verre de thé, s'essoufflant, déglutissant et suçant tantôt ses moustaches, tantôt des pots de citron. Il murmurait quelque chose, somnolent et veule. Je n'écoutais pas. J'attendais qu'il partît. Enfin, comme s'il ne fût venu chez moi que pour boire du thé, il se leva et se mit à prendre congé. En l'accompagnant, je lui dis « Ainsi, vous ne me donnez aucun conseil ?»« Ah, me répondit-il, je suis un homme lymphatique, hébété. Que valent mes conseils? Vous vous inquiétez pour rien. Je ne sais vraiment pas de quoi vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Ma parole, il n'y a rien. » murmura-t-il affablement et sincèrement, en me calmant comme un enfant. « Comment? Rien. Les moudjiks arrachent les toits de leur isba et on dit qu'il y a déjà du typhus. Et après, l'année prochaine, il y aura de la récolte. On refera les toits. Et si nous mourons du typhus, d'autres après nous vivront. Il faut toujours mourir, maintenant ou plus tard. En vérité, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, mon beau. »« Je ne peux pas ne pas m'inquiéter, lui dis-je, énervé. Nous étions dans une antichambre peu éclairée.
Ivan Ivanitch me prit tout à coup par le bras et, se préparant sans doute à me dire quelque chose de très important, me regarda dans les yeux une demi-minute. « Pavel Andreevitch » fit-il doucement. Et dans sa figure perdue de graisse, dans ses yeux sombres, apparut tout à coup l'expression particulière avec laquelle il ravissait jadis. « Pavel Andreevitch, je vous le conseille amicalement, changez votre caractère. Il est malaisé de vivre avec vous, mon cher. Oh, c'est pénible. » Il me regarda fixement. Sa jolie expression disparut. Son regard s'assombrit, et il murmura d'un ton sifflant et veule. « Oui, oui, excusez un vieillard, c'est là une grande sottise. Oui. » Descendant lourdement l'escalier, écartant les bras pour garder l'équilibre, et me montrant son dos énorme et sa nuque rouge, il donnait l'impression déplaisante d'un crabe ou d'un poulpe. « Vous devriez, Excellence, murmura-t-il, vous en allez quelque part, à Pétersbourg ou à l'étranger. Pourquoi vivre ici et perdre un temps précieux? Vous êtes un homme encore jeune, bien portant, riche. Ah, si j'étais un peu plus jeune, je filerais comme un lapin, si vite que mes oreilles en siffleraient. » Chapitre 3. La boutade de ma femme me rappela notre vie conjugale. Jadis, d'habitude, après chaque esclandre, nous étions irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Nous nous réconcilions et donnions cours à la dynamique qui s'était à la longue emmagasinée dans nos âmes. Maintenant aussi, après le départ d'Ivan Ivanitch, je me sentis fortement attiré vers ma femme. Je voulais descendre chez elle et lui dire que sa conduite pendant le thé m'avait offensé, qu'elle était cruelle, inintelligente, mesquine, et qu'avec son esprit bourgeois, elle ne s'était jamais élevée jusqu'à la compréhension de ce que je disais et faisais. Je marchai longtemps dans mes chambres, pensant aux phrases que je lui dirais, et devinant ce qu'elle me répondrait. Ensuite, je songeais que, puisque ma femme me détestait, elle serait heureuse de me voir cruel, grossier et haineux. Je la blesserais désagréablement, au contraire, si après sa sortie je me présentais soudain devant elle, gai, bon et généreux. Je lui dirais « Vous êtes jeune et belle, et moi je suis déjà vieux. Oubliez-moi si vous le pouvez, et soyez heureuse. » Ou bien je lui annoncerais que je souscris 5000 roubles pour les affamer. Ah, que cela lui déplairait. L'inquiétude qui m'accablait ces derniers temps, je la sentais dans une forme particulièrement énervante ce soir-là, quand Ivan Ivanitch fut parti. Je ne pouvais rester ni assis, ni debout. Je marchais sans cesse, ne passant que dans les pièces éclairées, et me tenant près de celle où se trouvait Maria Gerasimovna. J'avais un sentiment pareil à celui que j'avais éprouvé jadis, dans la mer du Nord, pendant une tempête, alors que tout le monde craignait que le bateau, qui n'avait ni chargement ni lest, ne chavirât. Et ce soir-là, je compris que mon inquiétude n'était pas de la désillusion, comme je le pensais, mais autre chose. Quoi au juste? Je ne comprenais pas, et cela m'énervait encore plus. Je vais chez elle, décidai-je. On peut trouver un prétexte. Je dirais que j'ai besoin d'Ivan Ivanitch et voilà. Je descendis. Et sans me presser, je traversai sur le tapis l'antichambre et la salle. Ivan Ivanitch était assis dans le salon, sur un canapé. Il reprenait du thé et bredouillait. Ma femme était debout devant lui, appuyée au dossier d'un fauteuil. Sur ses traits se voyait cette expression calme, douce et résignée, avec laquelle on écoute les simples d'esprit et les pèlerins quand on suppose dans leurs vaines paroles et leurs marmonnements un sens caché. Dans l'expression et la pose de ma femme, il me semblait y avoir quelque chose de psychopathique ou de monacal. Son appartement, avec ses meubles anciens, des oiseaux endormis dans leur cage et une odeur de plantes, son appartement bas, sombre, très chauffé, me faisait songer à celui d'une abbesse ou d'une vieille générale dévote. J'entrai dans le salon. Ma femme ne fit paraître ni étonnement ni émotion, et me regarda sévèrement et tranquillement, comme si elle savait que je viendrais. « Pardon, dis-je, poliment. Je suis très heureux, Ivan Ivanitch, que vous ne soyez pas encore parti. J'ai oublié de vous demander les prénoms du président de notre commission du Zemstvo. Andrei Stanislavovitch,
répondit Ivan Ivanitch. « Merci, dis-je. Je sortis un carnet de ma poche et inscrivis les noms. Un silence pénible s'établit, durant lequel ma femme et Ivan Ivanitch attendaient, apparemment, que je partisse. Ma femme, je vis cela à ses yeux, ne crut pas que j'eusse aucun besoin du président de la commission. Faisant mine que je ne partais pas pour l'unique raison qu'il est malséant de s'en aller sans avoir dit un mot, je fis quelques pas dans le salon et m'assis près de la cheminée. « Alors, ma belle, je pars », murmura Ivan Ivanitch. « Non », fit vivement Natalia Gavrilovna, lui prenant la main. « Encore un quart d'heure, je vous en prie. » Elle ne voulait évidemment pas rester seule avec moi, sans témoin. « Bien, pensai-je, moi aussi j'attendrai un quart d'heure. »« Il neige, » dis-je en me levant et en regardant par la fenêtre. « Une belle neige, Ivan Ivanitch, » continuai-je, en marchant dans le salon. « Je regrette beaucoup de n'être pas chasseur. Je m'imagine quel plaisir ce doit être de courir par une neige pareille, les lièvres et les loups. » Ma femme, qui savait ce que signifiait la douceur de ma voix, restait à la même place, sans tourner la tête. Elle me regardait seulement de côté, suivant mes mouvements. Son expression était comme si je cachais dans ma poche un couteau aiguisé ou un revolver. « Ivan Ivanitch, » repris-je doucement, « emmenez-moi un jour à la chasse avec vous. Je vous en serai très reconnaissant. » À ce moment, un visiteur entra. C'était un monsieur que je ne connaissais pas. Âgé d'environ 40 ans, grand, fort, chauve, avec une longue barbe blonde et des petits yeux. À ses habits fripés et larges, et à ses manières, je le pris pour un maître d'école ou un chantre. Mais ma femme me le présenta. Le docteur Sobol. « Très, très heureux de faire connaissance, » dit le docteur d'une voix aiguë et forte, me serrant vigoureusement la main et avec un sourire naïf. Il se mit à table, prit un verre de thé et dit d'une voix haute: « N'auriez-vous pas un peu de rhum ou de cognac ? Ayez la bonté, Olia, » demanda-t-il à la femme de chambre, « d'en chercher dans la petite armoire. Je suis transi de froid. » Je m'assis à nouveau près de la cheminée, regardais, écoutais, plaçant parfois un mot dans la conversation. J'avais ce sourire désagréable que je haïssais moi-même, parce que je me sentais alors la bouche large, les sourcils en angle, le front tendu et ridé. Ma femme souriait aimablement à ses hôtes et m'épiait intensément comme un animal, et ma présence lui pesait. Cela éveillait en moi de la jalousie, du dépit et un désir obstiné de la faire souffrir. Ma femme, pensais-je, ces pièces confortables, ce coin près de la cheminée, sont à moi. À moi depuis longtemps. Mais pourquoi donc ce toqué d'Ivan Ivanitch ou ce Sobol y ont-ils plus de droit que moi? Je vois maintenant ma femme non pas par la fenêtre, mais de près, dans ce cadre et dans cette calme et plaisante atmosphère qui me manque au déclin de mes jours. Et malgré sa haine pour moi, ma femme me manque, comme jadis dans mon enfance me manquaient ma mère et ma vieille bonne. Et je sens que je l'aime maintenant d'une façon plus pure et plus noble que je ne l'aimais jadis. En elle seule se trouve la poésie, la pureté de ma vie. Elle est mon orgueil. Aussi ai-je bien envie de m'approcher d'elle, de lui appuyer fortement mon talon sur le pied, et ensuite de sourire. « Monsieur Enotte, demandai-je au docteur, combien avez-vous d'hôpitaux dans le district ?»« Sobol, » corrigea ma femme, et elle sourit dédaigneusement à mon trait d'esprit. « 2, monsieur, » répondit Sobol, tendant impatiemment les 2 mains vers Olia, qui lui apportait du cognac. « Et combien y a-t-il de morts par an dans chaque hôpital ?»« Pavel Andreïtch, » dit ma femme, « j'ai besoin de vous parler. » Elle s'excusa auprès de ses hôtes et passa dans la chambre voisine. Je me levai et la suivis. « Vous allez remonter immédiatement chez vous, » me dit-elle, placée tout près de moi et regardant ma poitrine. « Vous êtes mal élevé, » lui dis-je. « Vous allez remonter immédiatement chez vous, » répéta-t-elle d'un ton rude. Et, faisant un geste rapide de la main droite, comme pour casser un fil, elle me regarda haineusement en face. Elle se tenait si près que si je m'étais un peu penché, ma barbe eût effleuré sa joue. « Mais qu'y a-t-il » dis-je.
De quoi me suis-je tout à coup rendue si coupable ?» Son menton trembla. Elle s'essuya hâtivement les yeux, se jeta un regard dans la glace et murmura : « La vieille histoire recommence. Vous ne partirez certainement pas. Alors à votre gré, je m'en irai et vous resterez. » Et elle, avec un air décidé, moi haussant les épaules et tâchant de sourire railleusement, nous entrâmes dans le salon. Il s'y trouvait de nouveaux visiteurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.